Buongiorno, apriamo questo terzo capitolo della Biennale Teatro 2013, dopo e durante gli spettacoli, i workshop, questo terzo filone che si apre oggi per una serie fitta di incontri, talks, no? incontri con i maestri che sono qui a Venezia per la Biennale. Incontri in cui vorremmo approfondire metodi, tecniche, storie, conoscere i percorsi creativi di questi maestri, non certo in modo accademico o pedante, né troppo autobiografico, ma con un approccio anche tra professionisti. Molti di voi sono professionisti di settore, e quindi il filo conduttore che vorrei tenere per tutti questi incontri è lo scavo proprio nell'universo creativo di questi maestri. Grazie alla Biennale possiamo incontrarne tanti, sono incontri molto serrati. Io cercherò di farmi il più possibile da parte e di lasciare naturalmente la parola agli artisti, e servirò magari solo come stimolo, come sparring partner, come interlocutore o attivatore di discorsi. Sono Andrea Porcheddu, faccio il critico teatrale da un po' di tempo e qui conduco un laboratorio di critica. Alcuni di voi avranno visto l'esito di questo laboratorio, che è un giornale, un foglio quotidiano che si chiama La Tempesta. Anche il nostro workshop è un workshop pratico, per cui andiamo in scena ogni giorno con le nostre scritture. Sono tanti i temi che si intrecciano in questa Biennale. Sono tanti e sono molto interessanti, perché sono anche molto legati all'attualità del dibattito sullo stato del teatro, sullo stato creativo del teatro nazionale e internazionale. In un momento in cui si parla frequentemente di scomparsa, di fine, di morte della regia, qui abbiamo fior di registi che danno il loro imprimatur in modo forte, categorico alle loro creazioni. Nel momento in cui si parla da tempo di teatro post-drammatico, abbiamo degli autori molto interessanti che rivendicano, Mohawad sicuramente uno tra loro, e rivendicano la centralità e l'importanza della parola in scena. Nel momento in cui si discute anche filosoficamente, teoricamente, Rancière discute del ruolo dello spettatore, no? Parla di spettatore emancipato, no? Qui vediamo spettacoli che invece focalizzano l'attenzione ancora una volta sulla figura, su questa bellissima figura che è l'attore. Voi che siete attori, no? Molti di voi sono gli atleti del cuore, diceva qualcuno, no? E state qua a fare questi workshop per allenarvi alle emozioni, allo stare in scena. Attore che si confronta con cosa? Con se stesso, col personaggio, che cosa è rimasto del personaggio. Quindi terreni di indagine molto molto forti, una scrittura originale, nel caso della drammaturgia di Mohawad, o una scrittura adattata, un classico interpretato o un classico reinventato, una tragedia da fare secondo i canoni filologicamente, una tragedia da riscoprire. Che cos'è il tragico? Vedete come sono tutti argomenti, no, che si intrecciano, si rincorrono quasi in tutti gli spettacoli che abbiamo iniziato a vedere e che vedremo in questi intensi e felici giorni agostani. Un po' caldo forse, ma insomma noi siamo contenti lo stesso. E poi un teatro che è sostanzialmente politico, sempre in modo diverso, con approcci diversi, ma che è capace di raccontare la complessità della società. È un teatro anche che ci racconta un po' non solo come è stato il passato, non solo com'è la memoria, ma anche quello che sarà di noi da qui a poco.
quale sarà il nostro futuro immediato, quali sono le tendenze in atto nella società, nel nostro modo di vivere, di essere e di pensare. Che cos'è, ad esempio, un tema carissimo, tragicamente caro per Moawad, che cos'è l'identità? Un argomento di grande attualità in Italia, no? Nel momento in cui qualcuno proclama la guerra civile, no? O qualcun altro proclama la Padania, che cosa vuol dire l'identità? Allora, apriamo questo ciclo di incontri e ne sono molto felice con Voce di Moawad. Io ho avuto il piacere di conoscere il suo teatro qualche anno fa e ritrovo temi ricorrenti in modo molto forte, molto intenso. Mi permetto, Vucedi mi scuserà, di riassumere velocissimamente alcune parole chiave, alcuni codici d'accesso per il suo percorso artistico. Harwan, il personaggio dello spettacolo che abbiamo visto e apprezzato ieri sera, voleva essere una stella cadente, no? Mi sembra che il percorso di Moawad sia tutt'altro che quello di una stella cadente, ma anzi una stella che brilla ancora in modo molto forte. Allora, il suo è un teatro sostanzialmente di parola, di testo, no? Una cosa che per noi italiani è una cosa desueta, ormai antica. È un teatro di testo che però, avete visto anche ieri sera, si declina in una forza fisica, in una presenza fisica, cioè questo finale esplosivo, questo action painting alla Pollock, no? Che ridà un'energia diversa alla parola, è quasi uno spettacolo diviso in due, no? Una prima parte di racconto, di discussione, di telefonate, un'infinità di telefonate, e poi l'esplosione del corpo nel momento in cui il corpo è negato dal coma. Quindi una vertigine fisica e un'attitudine attoriale molto forte. Vogedi è attore, è autore e è regista. Sono tre ruoli che si intrecciano, si intersecano, si negano a volte, ma questo glielo chiederemo, sul suo modo di lavorare su se stesso. Poi il rapporto con la memoria. Il rapporto con la memoria è il filo conduttore che dai primi spettacoli, no? Incide veramente a fuoco tutta la creazione, tutta la scrittura di Moawad. Il rapporto con la memoria, che è da un lato un rapporto mitico, e quindi il ritorno alla tragedia, e dall'altro un rapporto intimo, personale. La telefonata "Allo papà" è il confronto immediato con questo spettro, il fantasma del padre, no? direbbe qualcuno. Scavo psicologico nel personaggio, da un lato, identificazione mimetica, addirittura autobiografica, no? Tra attore e personaggio, e poi rottura del codice del personaggio nella seconda parte di Seul, laddove è il performer che prende il sopravvento e comincia a dipingere, a rompere, a scassare tutto quello che c'è in scena. Un altro tema interessante del lavoro di Moawad sono le narrazioni, le grandi narrazioni. Noi siamo abituati normalmente a flussi di racconto fatto per frammenti, no? Per micronarrazioni. In realtà è l'omaggio anche ironico che Moawad fa a Robert Lepage, tanto altro teatro racconta storie, come da noi fa il cinema sostanzialmente. Quindi il plot, la storia, è una storia che si può raccontare. Il tutto incorniciato in una attenta, rigorosa analisi della struttura tragica classica. Ed è molto interessante vedere come sia proprio l'America, il Nord America, a reinventare la tragedia. Da Martha Graham a Bob Wilson, a Peter Sellers, a Robert Lepage,
Wajdi Mouawad. La reinventano portandola su altri territori. È inutile citare O'Neill e tutti quanti, vabbè, non ce ne importa niente. L'ho fatta fin troppo lunga, ma è il primo incontro, dei prossimi parlerò ancora di meno. E vorrei partire a parlare con Wajdi facendo un collegamento immediato al workshop. Ieri parlavo con una Carla, un'amica che frequenta il workshop, e mi ha detto che noi lavoriamo sull'intuizione. Che cos'è l'intuizione? E come per Mouawad questa intuizione si traduce in un processo creativo e come questo processo creativo si traduce in uno spettacolo. Aborder la question de l'intuition avec des auteurs-metteurs en scène dans un cadre fermé, le cadre d'un atelier, ne se fait pas de la même manière qu'aborder la question de l'intuition avec le public. Alors, même si je sais que parmi vous, il y a des auteurs, des metteurs en scène, on est dans un cadre public. Donc, je suis... comme je ne sais pas du tout qui est chacun des individus qui est assis dans cette salle, je suis bien forcé de partir du principe que vous êtes un public et non pas des auteurs-metteurs en scène dans un cadre fermé. Je tiens à faire cette précision parce que la manière avec laquelle je vais parler de l'intuition ici n'est pas du tout de la même manière avec laquelle j'en parle avec des auteurs-metteurs en scène. Parce que, pour ma part, je crois pour l'avoir ressenti, qu'il n'y a qu'un artiste pour comprendre un artiste. Qu'il n'y a qu'un artiste pour comprendre profondément ce que dit un autre artiste. Que je peux avoir des conversations extraordinaires avec des directeurs de théâtre qui m'accueillent, qui accueillent les spectacles que je fais. Ils peuvent avoir une relation très très forte avec moi, mais il y a un endroit où ils ne peuvent pas ressentir une chose qui est cet endroit de solitude qu'on ne peut comprendre que si on l'a vécu, au moment où on se retrouve avec une feuille et un crayon et on veut écrire. Ça, il n'y a que celui qui a pris une feuille et un crayon qui a essayé d'écrire qui peut comprendre cette solitude-là. Donc il ne s'agit pas d'incapacité, il s'agit d'expérience, de corps. Donc parler de l'intuition avec des auteurs et des metteurs en scène, c'est parler de l'intuition avec des auteurs et des metteurs en scène qui ont fait l'expérience du manque d'intuition, qui ont fait l'expérience de l'intuition liée à la création. Alors qu'est-ce que c'est l'intuition quand on s'adresse à au public? C'est comme si on demandait à un moine qui n'est jamais sorti de son cloître, qu'est-ce que la prière? Il ne va pas en parler de la même manière à quelqu'un qui n'est pas dans l'expérience de la prière quotidienne. Il ne va pas en parler de la même manière que s'il en parlait avec un autre moine qui lui-même est dans l'expérience de la prière quotidienne. Il ne va pas en parler de la même manière. Alors déjà, ça décrit une chose de l'intuition, c'est qu'elle n'est pas un objet objectif, je ne sais pas comment dire. Je dirais que l'intuition, c'est l'extrémité du puits. C'est l'extrémité du puits qui plonge profondément dans une source très profonde et qui est une source, ça c'est, je crois que c'est ma conviction,
qui est une source qui n'est pas une source d'eau claire, d'eau pure. Si on imagine que ça se passe dans un village, on peut imaginer que dans ce village, il y a un puits où tous les villageois vont boire, parce que l'eau est bonne. On peut imaginer aussi que ce village est construit sur du silence, sur un silence. Que ce village est bâti sur une chose que le village lui-même a totalement oubliée. Et il reste plus aucune trace de ce sur quoi ce village est bâti. Il est bâti sur une histoire, le village est bâti sur quelque chose, sur un passé, en tout cas, il est bâti sur quelque chose que le village ignore. Mais quelqu'un de ce village trouve un puits, un autre puits, il n'en trouve que le bout, et il lance un seau. Et ce qui remonte à la surface n'est pas une eau pure, c'est du sang humain. Il goûte ce sang humain, il reconnaît le sang humain, et c'est un sang frais. C'est pas un sang ancien, c'est pas le sang de quelqu'un qui est mort il y a très très longtemps, c'est le sang de quelque chose qui est au présent, maintenant. Il goûte le sang et il sait que dans le village, dans le village, il y a un massacre qui se perpétue tous les jours. Et il en a la preuve, il goûte le sang. L'intuition, pour moi, c'est l'extrémité de ce puits qui permet de goûter le sang humain, le sang cannibale, la monstruosité de maintenant. Et qui tente de dire les choses, mais il n'a aucune preuve. Aucune preuve. Il dit, mais si, regardez, il y a du sang. Il dit, mais non, il n'y a pas de sang. Regarde, nous vivons très très bien, tout va très bien. Tout va très bien. Non, pas du tout, tout va très bien. Mais il y a le goût du sang. Donc je dirais, pour donner une réponse qui serait peut-être la plus déviante possible, que pour moi, l'intuition est la conviction du sang, la conviction de la présence d'un sang meurtrier, d'un sang qui coule de façon meurtrière, d'un sang violent, d'un sang né d'un massacre, mais pas d'un massacre ancien il y a très longtemps, d'un massacre de maintenant. Alors à partir de ce moment-là, sur la question comment cette chose se traduit pour devenir un spectacle, alors ça c'est une image que je viens de donner, l'image du puits. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous... quelque chose tombe enceinte de vous. Quelque chose tombe enceinte de vous. L'intuition, c'est prendre conscience que quelque chose vous porte, comme un embryon. Vous découvrez que vous devenez l'embryon de quelque chose. On a souvent tendance à dire que l'artiste a accouché d'une œuvre. On dit « Ah là là, ça a été un accouchement difficile ». Mais c'est l'inverse, je crois, qui se passe dans le cas de la création, la relation entre l'œuvre et l'artiste. C'est pas l'artiste qui porte l'œuvre, c'est l'œuvre qui porte l'artiste. Et ça prend du temps pour l'artiste avant de conscientiser le fait qu'une œuvre le porte, qu'une œuvre est enceinte de lui. Ça prend du temps pour l'enfant qui est dans le ventre de sa mère de comprendre qu'il est un enfant porté par sa mère. C'est un peu la même chose. Donc, l'intuition se traduit par la rencontre avec on peut dire de façon très simple, avec un fantasme, une image, une idée, une situation, une narration, une histoire, un bribe, un fragment de quelque chose qui finit par devenir une hantise, qui finit par nous hanter continuellement. On ne sait pas pourquoi, on y pense tout le temps, toujours. On porte ça. Mais en fait, cette chose-là nous porte, elle nous porte jusqu'au moment où on fait le pas en se disant « faudrait bien que je fasse un spectacle pour naître,
faudrait bien que je naisse de cette chose-là. Donc on convoque un ami administrateur en lui disant, voilà, j'aurais besoin de 3 mois de répétition. Donc vous voyez, c'est en même temps extrêmement concret. La relation entre la métaphysique et le physique est très très importante dans cette affaire-là. Ils sont impossibles à arracher. Et puis bon, là c'est pour ça on est devant des gens qui ne nous comprennent pas, mais qui nous aiment, qui nous disent, dis-moi de quoi tu as besoin. Je dis, j'ai besoin, je crois, d'un local de répétition qui soit comme ça. J'ai besoin de 3 mois de répétition. Si je pouvais avoir 1 mois pour répéter tout seul, 1 mois pour écrire, 2 semaines de répétition avec l'équipe au complet, encore 1 semaine d'écriture. Je pense que on tâtonne. Ça aussi, c'est une sorte d'intuition qui naît du dialogue entre ce qui nous porte et ce qu'on est. On dialogue et on tâtonne. Et là, à partir de ce moment-là, ces gens qui nous entourent et qui nous aiment, qu'on appelle un administrateur, qui se débrouille pour essayer de nous trouver des petits éléments dont on a besoin pour fabriquer, essaye de créer un contexte favorable. Et là, dans le cas d'un auteur-metteur en scène, c'est-à-dire je ne suis pas un auteur qui écrit une pièce, une fois qu'elle est finie, un metteur en scène la met en scène. En étant auteur et metteur en scène de la propre chose, évidemment, je me retrouve dans une situation où tout devient écriture. Tout devient écriture. Ce que je veux dire par que tout devient écriture, je veux dire par là que prendre son micro et sortir dans la rue parce qu'on a besoin, dans ce spectacle, pour le raconter, on a besoin d'une cloche qui sonne. On prend un micro, on va enregistrer la cloche qui sonne. Ce geste-là n'est pas un geste de son. Ce n'est pas un travail d'ingénieur du son. C'est un travail d'écriture. C'est de l'écriture. Prendre une vidéo de quelque chose qu'on va utiliser à l'intérieur de ce spectacle pendant la répétition, la vidéo c'est de l'écriture. C'est de l'écriture, c'est-à-dire, quand je dis que c'est de l'écriture, ce n'est pas que j'écris vidéastiquement. Ce n'est pas de la vidéo. C'est des mots. C'est des mots. Au même titre que les mots écrits à la main. Tout devient écriture parce que je ne suis que auteur. Je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas sonorisateur, je ne suis que auteur. Donc tout devient écriture. À partir du moment où tout devient écriture, je suis à l'intérieur même de la page, je suis à l'intérieur même de l'intuition. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas l'intuition, et puis une fois qu'on a eu l'intuition, c'est bon, c'est réglé, maintenant on a l'histoire, et là on monte le spectacle. On n'est que dans cette intuition-là, elle ne fait que grossir. Elle ne fait que grossir parce qu'on grandit à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre de plus en plus le spectacle qu'on est en train de fabriquer, on est capable de plus en plus de le raconter. Ah oui, c'est l'histoire d'un type qui veut devenir professeur à l'université, mais qui réalise à un moment donné qu'il est en train de passer à côté de sa vie, mais pour réaliser ça, il faut qu'il tombe dans le coma. C'est ça, c'est concret. Et après, il y a la fabrication dans le théâtre. Comment on fait ça ? Donc vous voyez, c'est poser la question de l'intuition. Il y a une chose très importante, c'est de croire. Pour moi, je crois en ça. Ce n'est pas une certitude et je ne peux absolument pas le prouver. Donc vous pouvez tout à fait, avec raison, être totalement en désaccord avec ça. Ça relève presque de la foi. Je crois que l'intuition prend sa source dans le monstrueux. L'intuition est le conduit qui provient du monstrueux, de cette question insoluble qui se pose à nous depuis des siècles et des siècles. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à régler la question du mal ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à résoudre cette affaire-là ? Pourquoi est-ce que, comme le dit Tchekhov de façon si merveilleuse, quand à la fin des Trois Sœurs, il reprend cette phrase, quand
Olga dit « Un jour viendra où nous saurons pourquoi tout ça, où nous saurons pourquoi nous vivons, pourquoi nous souffrons, si on savait, si on savait. » Mais on n'a jamais su. On n'a jamais su pourquoi la vie d'un humain, lorsqu'elle apparaît sur la Terre, nécessairement doit passer par un moment de douleur effroyable. Nous souffrons parce qu'on ne nous aime plus. Nous souffrons parce que des êtres chers meurent. Nous souffrons parce qu'à un moment donné, nous perdons totalement le sens de la raison d'être. Nous souffrons parce qu'on est perdu. Nous souffrons parce que nous ne pouvons plus de nous-mêmes. Nous souffrons aussi parce qu'on ne sait pas pourquoi moi est tombé sur moi. Pourquoi moi est tombé sur moi. On n'a pas réussi à résoudre ces questions. Donc c'est pour ça que j'ai un peu la conviction que dans le temps d'aujourd'hui, ce qu'on disait un peu aujourd'hui avec les gens de l'atelier, nous sommes tous en exil. Nous sommes tous en exil, c'est-à-dire que je ne parlerai pas de la même manière si j'étais un artiste qui habite dans son village, où tout le monde me connaît, où je connais tout le monde, et où je fais des pièces de théâtre pour mon village, où je connais tous les spectateurs par leur nom, et je suis capable de leur raconter des histoires qui parlent de nous et que de nous, de notre situation de ce village, et que tout ce village me reconnaît comme artiste et me donne ce droit-là d'être un artiste au même titre que le médecin est médecin, le charcutier est charcutier, le boulanger est boulanger. Moi, je suis l'artiste et tout le monde est d'accord avec ça. Vous voyez bien, on ne vit pas dans ce monde-là. On vit dans un monde où on ne sait pas ce qu'est un artiste. On ne sait pas du tout ni ce que c'est. Oui, pardon. Pardon, merci. On ne sait plus ni ce que c'est, ni sa fonction. On ne sait plus ce que c'est. Et chaque artiste est en exil. Il s'adresse à un public toujours qu'il ne connaît pas. Même l'artiste, auteur, metteur en scène italien qui habite à Rome et qui écrit pour... Le système exige trop de lui de voyager partout dans le monde. Il exige trop de lui d'aller jouer et à Naples, et à Venise, et à droite, et à gauche. Il exige trop de lui de faire des courbettes devant des directeurs de festivals et directeurs de théâtre pour pouvoir exister. Il exige trop de lui pour pouvoir avoir la sécurité féroce de créer librement pour le public. Donc du coup, on ne sait plus à qui on s'adresse. Alors on est en exil. Tous les artistes sont juifs, c'est-à-dire le temple est tombé et nous avons été chassés du temple et nous sommes en exode. Tous les artistes sont juifs. Alors, la terre promise, elle est perdue, donc chacun parle dans sa langue, un italien, un français, peu importe. Et l'intuition, je crois, elle ramène à ce moment de perte profonde. Après, c'est le travail de chacun, dans l'artisanat de chacun, de voir comment il donne une forme vivante et concrète à cette intuition. Alors ça prend des formes différentes, ça prend des installations, ça devient des installations, de la danse, du théâtre, peu importe. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir que c'est une ligne métaphysique directe entre le monstrueux et la beauté, puisque l'art, c'est de la beauté. Wow. Ok, merci. Mi sono permesso di interromperti non per la foga ma per la velocità e per consentire una traduzione più serena. E dalle tante cose che ci hai detto emergono, provo a cogliere due temi che abbiamo già... che abbiamo citato prima. Avete notato la metafora familiare, no? L'artista incinta, il rapporto col male, il rapporto col fato, e questo e forse con la fede. E questo ci fa parlare della struttura tragica, che è un tema che vorrei affrontare con Moawad. No? Avete visto nello spettacolo il personaggio si toglie gli occhi, Edipo. No, chiaramente, è un Edipo molto forte, un Edipo reinventato, un Edipo che addirittura si evira in questa sua follia. Per Aristotele, lo sapete, Edipo era la tragedia perfetta, e Ojedi ha lavorato
affrontando direttamente il tema tragico, oltre che riscrivendolo. E quindi in questo percorso della metafora familiare, tra l'altro mi viene in mente, noi diciamo sempre la lingua madre, no? Non diciamo mai la lingua padre, e invece forse è un tema su cui riflettere e su cui Vojadi ci fa riflettere. L'aio, chi è l'aio oggi? E come anche lo scontro padre e figlio sia uno scontro generazionale. Il protagonista ha 35 anni e in realtà rappresenta benissimo una generazione che è schiacciata da padri troppo ingombranti, padri troppo vitali e nuove pulsioni che tendono ad annientarlo. Questo è un tema. E l'altro tema è il rapporto col sistema, il rapporto con la produzione. C'era un bellissimo libro di qualche anno fa di Predrag Matvejevic che si intitolava Tra asilo e esilio, no? In questa condizione perenne in cui siamo in esilio, questa bellissima metafora che ha usato Moawad, cerchiamo continuamente asilo, cerchiamo qualcuno che ci accolga. E la produzione è per Moawad un nodo, è un problema. Lui è sempre straniero. In Quebec era straniero in quanto libanese, in Libano è straniero in quanto québécois, in Francia è straniero in quanto québécois e libanese, come regista è straniero perché è un autore, come autore è straniero perché è un attore, eccetera, eccetera. Allora vorrei partire dal tema della tragedia. Che cos'è il tragico oggi per te? Bon, on pourrait dire que le tragique est une manière de regarder un objet que nous regardons tous. C'est un point de vue, c'est un angle. C'est-à-dire, le tragique, c'est justement tenter de répondre à la question de la douleur, de la souffrance, mais pas de la douleur et de la souffrance sociale, qui sont tout aussi, même parfois beaucoup plus importantes et beaucoup plus directement graves. La pauvreté, la violence, toutes ces questions les injustices sociales, tout ça, c'est des véritables fléaux qui créent de véritables souffrances parmi les gens. Mais il y a dans cette manière de regarder la question de la douleur une relation intime avec le contexte social, le système dans la manière avec laquelle les humains ont décidé de vivre ensemble. Le tragique aborde exactement les mêmes thèmes, sauf qu'il ne passe pas par les questions sociales, non pas parce qu'il ne les reconnaît pas, au contraire, c'est tout simplement parce qu'il regarde un autre endroit de la question. Il regarde le même objet, mais il le regarde d'un autre point de vue. Mais c'est le même objet. Et il regarde cette question de la douleur d'un point de vue plus rituel, plus mythique, faisant de cette douleur une question métaphysique. Quand on dit ça, on n'a rien dit. C'est simplement pour dire que les questions, on est face à des archétypes, on n'est pas face à des figures, des images sociales précises, on n'est pas devant un problème qui passe par un système économique donné. On est devant un problème qui passe par la condition ontologique de ce que c'est qu'être un être humain. Ce n'est pas une condition ontologique que d'être pauvre. On ne naît pas raciste, on le devient. Ce n'est pas une situation ontologique, le racisme. On ne naît pas violent. Maintenant, il y a des situations ontologiques de la nature même de l'homme, c'est-à-dire sa présence ici sur la Terre. Et là, la tragédie apparaît quand on se pose cette question-là.
Se poser la question aujourd'hui, de cette question-là, c'est, alors je vais le dire de façon très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est nécessairement se poser la question de l'extermination d'une partie d'une population de l'Europe en 1945. On ne peut pas aborder la question du tragique sans passer en faisant semblant que cette chose n'a pas existé. C'est-à-dire on ne peut pas aborder cette question en se disant « voilà, moi j'écris encore comme Sophocle et comme Shakespeare, et puis voilà ». Non. Il y a une faille, il y a, pour parler en termes bibliques, excusez-moi, je suis dans une drôle de passe en ce moment, mais c'est comme ça, on est devant un second péché originel. Donc on est obligé de réinventer un langage, on est obligé de réinventer une manière de raconter des histoires. Certains ont dit on ne peut plus écrire de poésie après Auschwitz. Adorno a dit ça. Mais Adorno, plus tard, après avoir lu les poèmes de Celan, a dit « Ah, on peut encore écrire de la poésie, mais une poésie qui s'adosse à la question de la Shoah. » Et beaucoup plus tard, il va dire « En fait, après la Shoah, la seule langue possible, c'est la langue de la poésie. Parler une toute autre langue, c'est trahir les morts. » C'est intéressant comme chemin parce que justement, c'est une manière de réapprendre à marcher, réapprendre à parler. Ce qui m'intéresse dans la notion de tragédie, maintenant, oui, il y a une faille, mais on n'a pas oublié, les textes sont encore disponibles, on peut lire Sophocle, on peut lire Shakespeare, et on les lit avec le regard de notre époque. Ce qui me bouleverse, ce qui compte énormément pour moi, ce qui a été pour moi fondamental et fondateur, ce sont deux choses. C'est premièrement, à la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est le fait de pas c'est long, c'est très long l'Iliade, c'est très long l'Odyssée. Pas une fois, à la lecture de l'Iliade et l'Odyssée, je rencontre un personnage qui doute de l'enchantement du monde. Tous les personnages sont convaincus que le monde est enchanté. Aucun se dit peut-être que le monde n'est pas enchanté. Tous sont convaincus de l'enchantement du monde. Quand Priam, après avoir perdu son fils Hector, tué par Achille, décide, grâce à Hermès, de traverser le camp grec pour aller voir Achille dans sa tente, Priam n'a pas à aucun moment conscience que c'est un dieu avec deux ailes qu'il transporte. Il trouve ça tout à fait normal. Et quand Priam entre dans la tente d'Achille, le vieux Priam qui vient de perdre son fils, se met à genoux devant celui qui a tué son fils. Il ne lui dit pas « Maudit sois-tu, tu as tué mon fils ». Il reconnaît, c'est la guerre, il a tué son fils, c'est comme ça. Mais le vieux Priam se met à genoux devant Achille et il dit à Achille « Achille, souviens-toi de ton père et redonne-moi le corps de mon fils. » Achille éclate en sanglots et il prend le vieux Priam dans ses bras et il pleure le manque qu'il a de son propre père. Et il lui donne le corps de son fils. Si ces personnages n'étaient pas convaincus que le monde était enchanté, ils n'auraient jamais fait ça comme ça. Ce qui me touche dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est que Achille, Ulysse, Agamemnon, Hector, tous ces grands héros ont 24 ans. Ils ont 20 ans, ils ont 22 ans. Ils ont l'âge moyen des 25 millions de morts de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que je crois qu'à partir du moment où l'enchantement est tombé, les sociétés qui se sont suivies de génération en génération ont eu à se poser comme première question comment on fait pour se débarrasser de notre jeunesse. Chaque époque a trouvé sa solution. Les envoyer à la guerre, par exemple aujourd'hui, les convaincre que la vie consiste à trouver un travail le plus vite possible en sortant de l'école, les convaincre qu'ils ne sont pas des adultes à 22 ans, les convaincre qu'être enceinte à 22 ans, c'est pas bien.
que être mère, il faut attendre 30 ans. Les convaincre que la vie consiste à trouver du travail. Les convaincre que la vie est un problème économique. Les infantiliser. Les convaincre que la jeunesse, c'est 30 ans. C'est pas vrai. À 30 ans, on n'est pas jeune. On est jeune à 20 ans. Donc, c'est une manière de leur voler la jeunesse, de leur dire « vous êtes encore des enfants, vous comprendrez quand vous serez plus grands ». Je ne sais pas quelles solutions vont trouver les générations dans 100 ans, mais chaque génération, on peut regarder dans l'histoire, chaque génération a eu à trouver sa manière de se débarrasser de sa jeunesse. C'est là où le danger est là. Le grand danger est là. Donc, sur la question de la génération, ce que c'est que d'être coincé à 35 ans entre son père et les enfants qui viennent, pour moi, c'est une question extrêmement importante parce que elle me ramène à une situation tout à fait personnelle, qui est la situation des gens de mon âge qui ont vécu la guerre libanaise, c'est-à-dire ceux qui avaient 8 ans, ceux qui ont eu entre 8 ans et 25 ans pendant la guerre libanaise, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas tout à fait eu ni l'âge de ne pas s'en souvenir, ni l'âge de la faire, ceux qui ont subi. Étant donné le travail très particulier de mémoire qui se fait dans la société libanaise en ce moment, c'est une génération qui est coincée entre celle de ses parents qui leur dit « oublie », je ne veux pas en parler, oublie, maintenant c'est fini, on oublie, et la génération de leurs petits frères et petites sœurs qui, parce que justement rien ne s'est transmis, disent « mais de quoi tu parles ?» Donc c'est là où pour moi la question de la parole et de l'histoire, quand je la contextualise dans mon propre pays, il ne faut pas me demander de faire des œuvres abstraites. Il y a eu trop d'abstraction, il n'y a que de l'abstraction dans la guerre civile libanaise. On ne sait jamais qui a tiré sur qui. C'est une magnifique œuvre abstraite, c'est mieux que carré blanc sur fond blanc, la guerre civile libanaise. Donc, je ressens un besoin vital de remettre du récit, surtout de l'exilé que je suis. Je peux très bien comprendre qu'un artiste comme Rabih Mroué, par exemple, qui est un artiste de mon âge, qui a vécu la guerre du Liban au complet, au Liban, veuille sortir de l'histoire pour aller dans le documentaire, dans l'ironie, dans l'abstraction. Je comprends. Mais pour quelqu'un qui est exilé, la notion de narration est un oxygène fondamental. Pour terminer, je viendrai un peu sur cette question de la tragédie, qui est pour moi très importante, et surtout liée, je vous ai parlé de l'Iliade et de l'Odyssée, et de cette notion d'enchantement. Je parle de Sophocle, qui est l'autre pan dans la tragédie grecque, qui pour moi a été extrêmement important. C'est que les 7 tragédies que nous avons de Sophocle, ils disent une chose. Ils disent, il ne faut pas présumer de soi. Les 7 tragédies montrent quelqu'un qui est convaincu de quelque chose et qui va avoir un moment de révélation où il va réaliser qu'il n'est pas ce qu'il croyait être. Édipe, c'est la plus grande figure, réalise qu'il n'est pas ce qu'il pensait être. Ajax réalise qu'il n'est pas celui qu'il croyait être, à un moment très précis dans le texte. Créon, dans Antigone, réalise à un moment donné que son aveuglement le conduit à tuer son fils. Il n'est pas celui qu'il croyait être. Alors, nécessairement, je me pose la question pour moi-même, qu'est-ce que je crois être et que je ne suis pas ? Cette phrase-là, dans Seul, elle était importante au tout début, quand je dis « Qui sommes-nous et qui croyons-nous être ?» Parce que la question, c'est pas qui sommes-nous, oui, qui sommes-nous, c'est bien, mais surtout qui croyons-nous être. Quelqu'un qui dit, par exemple, je suis quelqu'un qui ne tuera jamais personne parce que j'ai des valeurs morales importantes. Cette personne-là, à mes yeux, est très dangereuse. Parce que cette personne présume de sa folie. Cette personne ne sait pas qu'elle peut devenir folle, elle peut péter un câble n'importe quand. On sait tous que dans une situation donnée, dans un moment donné, on peut s'énerver dans un tel état et on peut, oui, commettre l'irréparable. Donc cette personne-là, elle peut très bien passer sa vie et finir sa vie
et tant mieux, en étant ce qu'elle croyait être. Quelqu'un qui ne tuera jamais personne, convaincu de ça. Mais si jamais ça arrive, si jamais dans un moment donné, l'irréparable arrive, parce que ce dimanche-là, son voisin l'a insulté, puis il était vraiment de très mauvaise humeur, il descend, il prend la pelle, il frappe son voisin, il le tue. Les journaux sont pleins de ces faits divers. Cette personne-là, elle chute, c'est une chute effroyable. C'est cette chute-là entre ce que l'on croit être et ce que l'on est qui est le principe même de la tragédie chez Sophocle. Elle ne m'intéresse pas comme théorie, elle m'intéresse comme pratique. Fais attention tout le temps, tout le temps. Et pour quelqu'un qui a grandi dans la guerre civile libanaise, c'est-à-dire une guerre où des frères se sont entretués, vraiment, ce n'est pas une image de style. En 91, il y a eu une guerre qui a duré 6 mois entre des factions chrétiennes. C'était des milices chrétiennes, mais ces milices chrétiennes étaient formées parfois dans la même famille. Il y avait un frère qui était dans une milice et l'autre frère était dans l'autre milice. Ils se sont entretués. Il s'est passé la même chose du côté musulman. À un moment donné, les chiites se sont entretués. Donc, quelqu'un moi qui a grandi dans cette ambiance-là, je ne peux pas me dire « Oui, mais attends, tu as été en Europe, tu as vu des tableaux, tu as écouté de la musique. Oui, mais l'Allemagne aussi, elle a créé des philosophes extraordinaires, et puis elle a fait des musiques extraordinaires, et puis elle a fait des camps de concentration formidables aussi. Donc, je ne peux pas présumer de moi. Et ça, pour moi, c'est véritablement c'est un besoin quotidien de me souvenir de ça. En entrant dans la boulangerie, en faisant la queue, tout le temps. Tu ne présumes pas de toi. Fais attention, ne présume pas de toi. Ci sono già delle domande. Allora, volevo chiedere una cosa. Abbiamo parlato del tragico. Un concetto legato al tragico è l'ironia tragica. E negli esempi che lui ha citato adesso, di Edipo che crede di sapere, eccetera, eccetera, ci sono degli esempi stessi dell'ironia, cioè del fatto che una specie di mente superiore o destino, qualcosa, sa e l'uomo ci casca, eccetera. A me è sembrato che nel lavoro di Moawad ci sia molta ironia. Volevo sapere che tipo, cioè se è mescolata al tragico o se è esattamente una sorta di fuga, quasi di modo di respirare. Alors, je traduis. Ok. È che se non parlava al microfono non sentiva. Essayez de me le redire. Pour ce qui me concerne, l'ironie, elle est justement en fait une des choses qui différencie énormément notre époque de l'époque de Sophocle, c'est qu'on on a glissé complètement de l'ironie au cynisme. Les Grecs n'étaient pas cyniques, ils étaient très ironiques. Et l'ironie, elle passait, pour moi en tout cas, chez les dieux. Par exemple, on a un exemple absolument extraordinaire au début d'Ajax, entre Athéna et Ajax. Alors ça, c'est vraiment formidable. Je vous mets en situation, Ajax est très 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 fâché parce qu'après la mort d'Achille, il réclamait les armes d'Achille. Les armes d'Achille devaient lui aller à lui parce qu'après Achille, c'est Ajax qui est le plus fort. C'est grâce à lui que
l'armée grecque a tenu quand Achille ne voulait plus se battre parce qu'Agamemnon lui a piqué une fille. Alors, Achille meurt, Ajax s'attend à ce qu'on lui donne les armes d'Achille. Mais on a décidé, au lieu de donner les armes aux plus forts, on l'a donné aux plus intelligents, à Ulysse. Alors, quand Ajax apprend ça, il est vraiment très fâché. Très fâché. Et il décide que ça ne se passera pas comme ça. Il sort de sa tente et il se dirige vers la tente des autres chefs grecs avec l'intention de les tuer. Sauf que Athéna lui lance un sort et au lieu de tuer les chefs grecs, elle va le diriger vers les troupeaux, lui faisant croire que le troupeau, ce sont les généraux grecs. Alors il se met à dépecer toutes les bêtes. Il tue toutes les bêtes et il en ramène quelques-unes dans sa tente avec l'intention de les torturer, dont Ulysse. Il est convaincu qu'il a Ulysse avec lui dans sa tente, alors qu'il a probablement un énorme bœuf. La pièce commence quand Ulysse arrive en se disant « Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il suit les traces de sang qui l'amènent jusqu'à la tente d'Ajax. Alors il arrive et là il entend une voix. Il dit « Alors, on est en chasse, Ulysse ?» Athéna est là. Il dit « Ah, Athéna, ma déesse que j'aime par-dessus tout, aide-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui dit « Je vais t'apprendre ce qui se passe. » Elle lui raconte tout ça, ce que Ajax voulait faire et tout. Et elle lui dit « Attends, on va rire. Tu sais qu'il croit qu'il te tient à l'intérieur et qu'il va te torturer. On va rire. » Ulysse dit « Non, je ne veux pas rire de lui. Je ne veux pas. » Et dit « Quoi ? Tu ne veux pas rire de ton ennemi ?» Il dit « Si je pouvais, non. » Il dit « Non, mais tu restes ici. » Bon, Ulysse reste. Ulysse obéit aux dieux. Et là, Athéna appelle Ajax. Il dit « Oh là, Ajax !» Ajax sort de sa tente. Et Ajax parle à Athéna comme ça. Il lui dit « Ah, Athéna, salut, je suis content de te voir. » Il dit « Alors, comment ça va ?» Il dit « Super, je les ai tous abattus. » Il dit « Comme je te l'avais dit ?» Il dit « Ah ouais, comme tu me l'avais dit, t'es vraiment trop super, Athéna, c'est super. » Je dis « Ah bah, je suis vraiment très contente. » Et dis-moi, qui il y a à l'intérieur de la tente ? Il dit « Ah bah, il y a Ulysse. » Et Athéna dit à Ajax « Quoi ? Tu vas tuer Ulysse ?» Il dit « Oui, lui, je vais le tuer. » Et Athéna supplie Ajax. Vous vous rendez compte ? Athéna, elle supplie Ajax. Elle lui dit « Non, ne tue pas Ulysse, s'il te plaît. » Et Ajax, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit « Écoute, Athéna, les autres, je veux bien les épargner, mais Ulysse, non. Tu peux me demander celui que tu veux, mais pas Ulysse. » Elle dit « Ah, ok, puisque c'est comme ça, fais comme tu veux. » Mais Ulysse, il est juste à côté. Et Ajax retourne dans sa tente pour tuer Ulysse. Et là, Athéna, elle lui dit « T'as vu ce que c'est de ne pas obéir aux dieux ?» Et là, on est dans un cas d'ironie impitoyable. Et Ulysse dit « C'est horrible ce que les dieux font avec nous. » Ulysse, alors qu'il est face à celui qui veut le tuer, ne lâche pas l'humain. Il ne se met pas du côté des dieux. Et c'est pour ça que les dieux aiment Ulysse. C'est que jamais Ulysse ne se prend pour un dieu. Alors que Ajax n'a pas arrêté de se prendre pour un dieu, il lui parle comme si c'était sa copine. Et Ulysse, alors qu'il devrait être du côté d'Athéna, reste du côté des humains. C'est pour ça qu'on l'appelait Ulysse le mesuré. Ulysse le mesuré, non pas comme le humble. Il savait très bien sa valeur. Mais il connaissait sa mesure comme un archer qui lance sa flèche toujours dans le centre de la cible. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, vous avez rendez-vous à 2h15, eh bien, connaître sa mesure, c'est arriver à 2h15. Le négligent arrive à 2h20. Le prudent arrive à 2h10. Celui qui connaît sa mesure arrive à 2h15. Et les dieux aiment celui qui connaît sa mesure. Celui qui est trop prudent, elle ne l'aime pas. Celui qui est trop prudent, ça veut dire qu'il n'ose pas être à la hauteur de ce qu'il est. Les dieux n'aiment pas ça. Les négligents, elle ne les aime pas non plus. Et cette ironie est aussi totalement constitutive de la tragédie grecque telle qu'elle nous est parvenue, c'est-à-dire, oui, c'est pas la faute d'Édipe, c'est son père.
Édipe n'a rien fait. C'est lui qui se crève les yeux, c'est son destin, c'est condamné, il n'y a rien à faire, c'est ça qui est ça. Ça, là, dans cette espèce de déplacement, on est dans un rapport ironique qui est aussi une chose très importante, c'est que qui n'est pas du tout chrétien, qui est, les dieux grecs, une fois que la dette est payée, elle est payée, c'est fini, c'est terminé. Édipe, une fois qu'il s'est crevé les yeux et qu'il est parti en exil, c'est bon. Alors que chez nous, les chrétiens, la dette est infinie. On va toujours payer. On ne peut pas être heureux parce qu'on va le payer plus tard. La dette est infinie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est irrécupérable, on ne sera jamais à la hauteur. La dette est infinie. Chez les Grecs, la dette était finie. Une fois que tu as payé, c'est fini, c'est terminé. Mais le temps de la dette, il y a un décalage qui crée une forme, une ironie, un déplacement, ce n'est pas direct. Mais le temps a changé, les temps s'est déplacé, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de collectif, il n'y a plus de Dieu, le ciel est vide. En tout cas, le ciel est peuplé de ce qu'on veut. Chacun ici peuple le Dieu un peu de ce qu'on veut, donc il n'y a plus de communauté spirituelle forte, il n'y a plus de cœur. Donc ce qui existe entre nous, c'est une espèce d'accord social qui est « je ne te vole pas ta montre parce que si je vole ta montre, je risque d'avoir des emmerdes, donc je ne vais pas te voler ta montre ». Il y a une éthique, mais qui tient qu'à un cas et à laquelle on croit de moins en moins. Vous voyez bien, vous vivez dans un pays où tout le monde ne paye pas ses taxes de façon régulière. Donc sur la question du bien commun, pourquoi je ferais ça, moi? Pourquoi je payerais pour que le pauvre puisse vivre un peu comme moi? Pourquoi je ferais ça? Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de... Alors là, on est dans un cynisme absolu. C'est-à-dire chacun son os. Cynisme, chien, chacun son os. En Grèce, c'est pareil. En Europe, c'est pareil. C'est-à-dire ce problème économique qui nous rapporte à une fonction productive, de producteur. On produit des choses tous qui ont des valeurs marchandes. Font en sorte qu'à un moment donné, je dis, oui, d'accord, mais pourquoi je vais me mettre à faire le bien autour de moi? Pour quelle raison? Alors la seule chose qui me retient, c'est la prison, la justice. Je ne veux pas avoir d'emmerde, mais en même temps, je n'ai pas non plus envie de me mettre à faire en sorte que tout ce que j'ai gagné à la sueur de mon front soit distribué à tout le monde, surtout que je suis le seul à le faire. Pourquoi on le ferait? Donc ça, c'est vrai que le tragique a versé dans le cynisme. Grazie. Abbiamo tempo forse per una o massimo due domande veloci. Marianna Masselli, redazione della Tempesta e di Teatro e Critica. Salve. Sì, parlare lentamente per la traduzione. Sì, allora, prima si parlava di identità e intuizione. Volevo sapere come fa l'intuizione, quindi l'identità personale, a diventare intuizione trasmissibile e quindi identità drammaturgica. Je crois vraiment que la question de l'identité, pour moi, j'ai réussi à la poser, vraiment à la poser lorsque je me suis dit que l'identité qui était la mienne était liée non pas à une question d'origine, d'où je viens, qui est mon père, non pas à la généalogie, mais elle était liée profondément à quelque chose que je suis capable de nommer, que je suis capable de matérialiser presque, qui étaient les choix profonds que je fais dans la vie, c'est-à-dire, en d'autres termes, comment je choisis de parler aux acteurs quand je répète avec eux? Comment je choisis de parler aux acteurs? Comment je choisis de parler à ma fille? Comment je choisis de parler à mes amis? Pourquoi je décide que cet ami va être un ami? Ce n'est pas une décision complète, mais pourquoi je m'engage dans une amitié? C'est-à-dire, en d'autres termes,
les valeurs qui me touchent, les valeurs qui me comptent pour moi, les valeurs qui sont pour moi des valeurs qui semblent lutter contre une forme de brutalité que je vois tout le temps. Quelle est la manière d'être pour lutter contre une brutalité? Comment les réponses de ça sont mon identité. J'essaye, je voudrais être ça. J'ai le désir de ça. On pourrait poser la question de l'identité de la manière suivante. L'identité est le désir de ce qu'on aimerait être fondamentalement comme humain. Même si on ne l'est pas, il y a une tension, il y a un désir, il y a une attraction vers ça. J'ai été fondé sur une chose très importante, par exemple, c'est sur l'idée que la seule solidarité qui peut exister entre les humains aujourd'hui est une solidarité qu'on appellerait, qu'un philosophe tchèque qui s'appelle Jan Patočka appelle la solidarité des ébranlés, c'est-à-dire la solidarité de ceux qui doutent, qui ne sont pas sûrs. Cette solidarité regroupe tous les humains qui sont dans cette salle. Nous sommes tous ébranlés par quelque chose. Nous sommes tous en ce moment dans un ébranlement. Patočka, quand il évoque ça, il se pose la question, qu'est-ce qui peut relier deux personnes qui sont en train de se tirer dessus parce que tout les sépare? Il dit l'ébranlement qu'ils ressentent à tirer sur un autre être humain. Ça, c'est une solidarité qui les rassemble. En d'autres termes, Patočka rajoute, il dit, ceux qui trahissent la solidarité des ébranlés, je vais le dire lentement, ceux qui trahissent la solidarité des ébranlés doivent prendre conscience qu'ils sont des embusqués qui vivent à l'arrière grâce au sang des autres. Amener tous ceux qui en sont capables à prendre conscience de l'incommodité de leur situation commode, voilà le sens que peut prendre aujourd'hui la philosophie et l'art. Alors là encore, quand on a lu ça, on a beau être touché, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on peut dire à ces acteurs, voilà, on va faire un pacte ensemble, on va faire en sorte que la scène devienne un lieu où on n'y monte que si on est profondément ébranlé. Comme auteur, je vais écrire des textes, je vais écrire des histoires qui parlent de ça, qui parlent de cet ébranlement-là. Et vous, comme acteur, vous, comme scénographe, comme costumier, comme éclairagiste, vous, comme technicien, comme régisseur plateau, vous, comme équipe, vous allez vous engager à travailler à partir de ce qui vous ébranle. Si on fait ça tous, sur le plateau, parce que le théâtre est capillaire, il passe de peau à peau entre l'acteur et le spectateur, c'est du vivant à vivant, le spectacle va devenir comme un espèce de gros virus. Et c'est comme si le spectacle va devenir un énorme éternuement. On va éternuer pendant 4h15. Et cet éternuement n'est pas fait de atchoum. Il est fait de mots, de phrases, de gestes, d'émotions, de sensations, de pulsions, d'images. Et va faire en sorte que le spectateur, un peu comme le rhume, vous savez, quand vous serrez la main à quelqu'un qui a le rhume, vous n'avez pas le rhume tout de suite. Vous avez le rhume 3 jours après. Eh bien, 3 jours plus tard, le spectateur va se mettre à éternuer, c'est-à-dire va se mettre à parler à son tour, va se mettre à dire des mots à son tour sur ce spectacle qu'il a vu. Donc ce rapport à la communauté des ébranlés, pour moi qui est venu d'un livre, d'un concept philosophique, est devenu une identité très forte sur la manière avec laquelle j'écris un texte et la manière avec laquelle je dirige des acteurs. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux plus dire à l'acteur, je ne peux pas diriger l'acteur d'une manière qui contredit ça. Je ne peux pas lui dire « sors, entre, assis ». Je ne peux pas faire de l'acteur un chien que je dresse. Je suis obligé de changer mon syntaxe. Je dois dire, est-ce que tu pourrais essayer
de voir ce qui se passe si tu rentres par là. Qu'est-ce qui se passe si tu dis ce texte à ce moment-là? L'acteur fait ça. Je dis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'acteur raconte ce qui s'est passé. Il devient comme un commando qui est parti en mission. Il devient responsable de son propre ébranlement. Je ne suis pas responsable de son ébranlement. Je peux le provoquer par l'écriture que je fais. Il peut me dire, cette phrase me gêne, cette phrase trébuche. Alors on peut la travailler ensemble, je veux dire pourquoi elle est importante pour moi, pourquoi elle est nécessaire pour le personnage, pour l'histoire. Tout ce qui guide, c'est est-ce que quelque chose interrompt la fragilité de l'acteur. Et ça, pour moi, c'est une identité très très forte parce qu'elle n'est plus reliée au sang. Je ne suis plus le fils de mon père. Je suis l'auteur. Et ça, pour moi, c'est une identité beaucoup plus puissante, beaucoup plus, en tout cas, juste que la généalogie, je dirais. Io mi scuso con chi si è prenotato per fare altre domande. Dobbiamo chiudere qui perché subito, tra pochissimo, iniziamo un nuovo e sicuramente altrettanto affascinante incontro. Ringrazio Voce di Moawad, grazie a voi. Non vi muovete, restate qua. Merci.